Léotime, tu es le compilateur de cet ouvrage de la Peuplarchie, manifeste pour une citoyenneté effective. Peux-tu nous en dire plus sur la Peuplarchie? Volontiers. D'abord, merci François de m'inviter. Je vois que derrière, il y a un magnifique marché. Ça réjouit le cœur parce que voilà une action locale qui est digne d'être connue, qui mérite d'être connue. Et je me réjouis de savoir qu'en France, maintenant, il y a des milliers d'actions de ce type-là. Voilà. Alors la Peuplarchie, c'est la démocratie directe. C'est un nom qui a été choisi par des militants au moment des grandes manifestations Gilets jaunes. On a fait courir un petit test, on avait une dizaine de noms possibles. C'est ce nom qui a été choisi par la majorité des militants qui étaient autour de nous. Peuplarchie, il y a peuple, et arché, il y a commandement. Autrement dit, le peuple aux commandes. Voilà. Alors je suis le coordinateur de cet ouvrage, le premier ouvrage qui s'appelle Manifeste pour une citoyenneté effective. Le deuxième ouvrage va sortir, il s'appelle Refaire société, et le troisième ouvrage est en cours, et ça traite des problèmes de gouvernance dans le cadre d'une démocratie directe. Voilà. Alors 1, 2, 3, ça fait une suite de 3 petits ouvrages que j'invite évidemment le maximum de militants qui ont rejoint nos causes, bien entendu, à s'informer là-dessus sur ce que ça fait. Démocratie directe, comment localement organiser la démocratie directe? C'est une bonne question, il faut d'abord l'organiser localement. Parce que dans cette affaire-là, j'ai un peu de bouteille, comme on peut se rendre compte, et moi je suis un militant des années 1960-70. Alors j'ai quand même vécu un certain nombre de choses. À l'époque, il y avait un grand monsieur qui s'appelait René Dumont, qui était un type simple et qui se baladait chaque fois avec un verre d'eau, une bouteille de minéral. Donc déjà à l'époque, on commençait à mener la lutte pour l'eau, qui n'était plus du tout un bien gratuit, mais qui commençait à devenir un bien payant. C'était la question à 100 balles opposée à des étudiants en sciences sociales ou en économie. On leur disait, est-ce que vous connaissez des biens gratuits, des biens abondants et gratuits? Alors la colle, c'était les biens abondants et gratuits à l'époque, c'était l'air et l'eau. D'accord, abondant et gratuit. Comme je vois ce qui s'est passé en 50-60 ans, aujourd'hui, l'eau, c'est devenu un bien extrêmement coûteux, qui va être de plus en plus coûteux. Et quant à l'air, eh bien, il est extrêmement coûteux également, sauf qu'on ne voit pas du tout l'addition, mais on a d'énormes opérations en cours de régénération, de dépollution, etc. Donc il n'y a plus aujourd'hui sur toute la planète, il n'y a plus de biens qui sont gratuits, n'est-ce pas? Et d'autre part, l'abondance également en plein la tronche, puisque de plus en plus tout devient rare. Et que les gens qui aiment faire du profit sont ravis, parce que plus il y a de rareté, évidemment, plus on engrange de profit. Voilà. Le profit est à l'origine de la rareté. Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a une véritable économie aujourd'hui mondiale, qui est une économie de l'extinction. Ça paraît énorme, hein? Alors tout le monde dit la biodiversité fout le camp, etc. Mais la biodiversité, elle a de la valeur quand elle est enfermée dans des zoos, quand elle est enfermée dans des parcs. Alors là, tout ce qui est lion, éléphant, arbres exceptionnels, tout ça, ça paye. Il faut payer. Donc il y a une véritable économie de l'extinction qui est menée au niveau mondial, il faut le savoir. Robert, alors comment organise-t-on de la démocratie localement? La démocratie locale, c'est d'abord l'action. Et c'est l'action locale. Alors, ta question est doublement intéressante et elle me touche, je vais dire pourquoi. Parce qu'elle touche quelque chose qui est tout à fait central. Il y a 50 ans, René Dumont, qui était la figure emblématique du mouvement écolo, c'était des écolos, c'était pas des verts. Alors je vais revenir là-dessus. C'était véritablement des écolos à l'époque, avaient mis l'accent sur ce qui est devenu un slogan mondial, penser globalement, agir localement. Et il s'est passé une chose extrêmement grave, c'est que l'agir local a été très lent à démarrer, mais il y a eu, par un problème rhétorique et dialectique, le fait que le penser global est devenu l'agir global. Et l'agir global, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'engager des millions de personnes, notamment des jeunes, par masse entière, sur des actions mondiales qui n'aboutissent pas et qui se terminent en cul-de-sac. J'en prends en témoin la dernière grande action qui a réuni des millions de signatures, qui a été celle pour le climat. Pourquoi?
Parce que agir mondialement, ça tombe aux mains des grands groupes financiers internationaux. Qui finance l'agir global? C'est Rockefeller, majoritaire, c'est Soros, c'est Bill Gates qui s'en mêle, etc. Et les gens sont manipulés. Le résultat, regardez bien, c'est millions de signatures. La raison de signer, la raison de s'intégrer pour le climat, ça tombe à l'eau. Parce qu'en réalité, nous, militants de base, c'est à la base qu'il faut récupérer ça. C'est dans l'agir local qu'on gagnera. Parce que c'est là où on gêne tous les grands groupes. C'est là où on les embête. C'est là où on vend nos légumes qui ne sont pas avec des semences OGM. C'est là où on récupère notre agir. C'est là où on fait l'action et c'est là où on déglingue le système. Donc dans la Peuplarchie, il est question de monnaie. Le dollar est la monnaie de compte internationale. C'est une monnaie privée. Comment s'organiser pour gérer nous-mêmes notre monnaie? Peux-tu nous en dire plus? Bon, alors, il y a deux questions, il y en a même une multitude de questions dans ta question, François. Et c'est de bonnes questions. C'est de bonnes questions. Alors, premièrement, il y a ce que les gens ne savent pas, il faut le dire. Le dollar, c'est souvent conçu comme la monnaie des Américains, la monnaie des États-Unis, et c'est une monnaie dominante qui est la monnaie de compte internationale. Tout se fait en dollars. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'oligarchie, c'est-à-dire les groupes les plus puissants, peuvent imposer des sanctions à des États qui ne leur plaisent pas. À l'Iran, par exemple, et interdire de commercer avec l'Iran. C'est ça. C'était avant avec la Chine, c'était il n'y a pas si longtemps avec la Corée du Nord, etc. C'était avec Cuba. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar n'est pas la monnaie de l'État américain. Le dollar est une monnaie privée, qui est gérée par ce qu'on appelle la réserve fédérale, appelée américaine. C'est privé. Alors, dans la réserve fédérale, vous avez tous les grands banquiers internationaux. Et c'est dominé par le groupe le plus puissant du monde, qui est le groupe Rothschild. Avec immédiatement le bras du groupe Rothschild, qui est le groupe Rockefeller. Ce sont des multinationales hyper puissantes aujourd'hui, et qui font le monde. Bon. Alors sachez-le, cette monnaie est une monnaie privée aux mains de l'oligarchie. Et les relais de l'oligarchie, ce sont toutes les organisations internationales. Dedans, vous avez l'OMS, vous avez l'OMC, vous avez la BRI, tout ça, et ce sont des organisations qui sont à la solde de l'oligarchie. Je vous en donne pour témoin, le groupe Rockefeller est le plus gros financier, avec Bill Gates aujourd'hui, de l'Organisation mondiale de la santé. Non, ça on ne sait pas. L'Organisation mondiale de la santé est financée par le groupe Rockefeller et le groupe Bill Gates. Soros et Livia, et tous les autres, toute une kyrielle de gars. Ça finance toute la recherche scientifique mondiale. C'est non seulement à la tête de Big Pharma, du groupe mondial qui nous empoisonne, qui aujourd'hui a mis la haute main sur la vaccination, sur des vaccins non testés. Bon, il faut quand même bien voir la puissance de ces gens-là. Et là-dedans, vous allez me dire, et l'Amérique? Eh bien, l'Amérique, c'est le bras armé de ce système-là. Ça n'est pas autre chose. Et quand vous regardez ce qu'est l'Amérique, c'est l'État profond. Et l'État profond, c'est la CIA, c'est le Pentagone, c'est des tas d'organisations qui ont leur propre modèle de financement. Le Pentagone, c'est le groupe militaro-industriel des États-Unis. Il faut bien comprendre, c'est quasiment des organisations indépendantes dans le cadre de l'État américain. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà pour la monnaie. Bien. Deuxièmement, je te rappelle, pour répondre toujours à cette question de la monnaie, aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont perdu leur souveraineté monétaire. Okay, exactement, sont en train de la perdre, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que tous ceux qui ont un compte bancaire, regardez que tous les mois, quand ils reçoivent les relevés de leur compte bancaire, c'est évidemment, c'est porté en euros, mais à côté, c'est converti en francs, c'est converti en livres sterling, c'est converti en marques, etc. Ça veut dire que la monnaie, les monnaies nationales sont toujours transmissibles immédiatement, si on le souhaite, en euros et vice-versa. L'euro peut être immédiatement monnaie locale le jour où on décidera à sortir de cette Union européenne pour récupérer notre souveraineté monétaire. Un pays qui n'a plus de souveraineté monétaire a perdu sa liberté. C'est aussi simple que ça. C'est de la monnaie alors? Bien, les monnaies locales sont des initiatives extrêmement intéressantes. Ça existe partout, hein, les monnaies locales. Bien. Alors ça, c'est une monnaie libre que les citoyens instaurent. Bon, c'est génial, il faut le faire, il faut les poursuivre.
C'est une monnaie qui peut considérablement aider à des activités micro-locales. Et en plus c'est un modèle qui résulte de la confiance. La monnaie c'est une affaire de confiance entre les gens. J'ai confiance dans cette monnaie, non seulement que j'ai confiance dans la monnaie, mais j'ai confiance en soi. Voilà, alors ça donne lieu à des échanges extrêmement importants. Et ça réduit bien la monnaie au rôle qui doit être le sien. La monnaie c'est un moyen d'échange, ça n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, au niveau international, ce qu'ont fait les banquiers, c'est que l'argent est devenu une fin en soi. L'argent ne sert pas à acheter des biens, ou du moins, très accessoirement. L'argent, c'est fait pour faire de l'argent. Et je vais citer, en dernier point, un chiffre que les gens ne connaissent pas, l'économie réelle. C'est-à-dire l'économie de l'ensemble des biens et des services que fournissent les gens dans le monde entier. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage par rapport à l'économie financière? Eh bien mon vieux, c'est sidérant. Allez consulter les postes du FMI, allez consulter les postes de la BRI, de la Banque mondiale, etc. L'économie réelle, vous m'entendez bien, des biens et services dans le monde entier, ça représente moins de 2%, autrement dit, ce qui est donné aux 7 milliards et demi d'hommes qui aujourd'hui travaillent dans le monde, fournissent des biens et des services, ça représente moins de 2% de l'économie financière mondiale. Point. Vous avez les rapports de force, vous avez les rapports de puissance. Simplement avec ces chiffres, les gens ne savent pas. Pour toutes ces réponses, avec Michel Louge, ma partenaire, nous sommes candidats dans le canton de la Vallée de la Nuit pour représenter les valeurs de démocratie directe et prendre en charge nous-mêmes la gestion de l'eau parce que le massif des Cordillères alimenté par la Vallée de la Nuit, dans son ensemble, le bassin versant de la Nuit, est une des plus phénoménales réserves d'eau renouvelable que l'on aurait sous nos pieds. Et nous pensons que c'est un bien commun. Quelle est pour toi l'eau en tant que bien de l'humanité? Bien, eh bien, tu viens d'apporter l'élément de réponse centrale. C'est un bien commun. Un bien commun, ça veut dire un bien qui appartient à tous. Or, tu remarqueras qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on privatise à toute vitesse ce bien commun. Comme on privatise le reste, comme on privatise tout ce qui est bien commun. Disparaît le bien commun, ça rejoint la question que tu m'as faite, la première question que tu m'as faite, où je t'ai dit que on était dans une économie qui travaillait pour l'extinction des ressources, dans la mesure où c'est une économie qui fonde sa folie de l'argent pour de l'argent sur la rareté. Non. Alors l'eau, dans quelques temps, au rythme où ça va, on va en manquer. Donc plus que jamais, bien entendu, il faut évaluer les réserves. Et surtout, le problème, c'est comme pour le reste, ça va être un problème de répartition, c'est-à-dire en définitive un problème politique et un problème de justice sociale. D'accord? Voilà. Bon, il faut savoir que c'est un bien extrêmement rare, malgré les millions de tonnes, les millions de mètres cubes qu'on trouve, etc. C'est l'eau de pluie, ça représente moins de 3%, et les réserves. L'eau douce, ça représente moins de 3% des réserves mondiales, des réserves d'eau globales. Océan, mer, tout ça compris. Okay. Comment dire, l'eau douce, moins de 3%. Bon. Ici, nous vivons dans un pays magnifique, la montagne est derrière. Okay. Eh bien, un hydrogéologue me disait récemment que pour aller rejoindre la mer, simplement, qui est là, qui est à vol d'oiseau à une vingtaine de kilomètres maximum, il lui fallait 12 à 13 000 ans. Autrement dit, la flotte qui ne tombera pas aujourd'hui, n'est-ce pas, on est un peu en période estivale, la prochaine eau qui va tomber, elle va mettre 12 à 13 000 ans pour rejoindre éventuellement la mer de l'autre côté. Tu remarqueras également que on est dans une région méditerranéenne, il y a 3 fleuves côtiers, la Tête, le Thé et l'Agly, n'est-ce pas, qui tous théoriquement une embouchure sur la mer. Je t'invite à aller voir ce qui se passe aux estuaires en ce moment de ces rivières. Les rivières n'atteignent pratiquement pas la mer qui se trouve à 20 km d'ici, elles ne l'atteignent pas. Bon, alors je te donne la dimension du problème. Hein? Bon, alors plus que jamais, c'est un bien commun. Ça veut dire que là-dessus, il doit y avoir une politique stricte de l'eau. Ça doit intégralement échapper à tout ce qui est privé. Ensuite, une fois qu'on a tranché ça, le problème c'est l'attribution de la ressource. L'attribution de la ressource. Est-ce que la ressource, ça doit servir d'abord au nettoyage de la voiture de monsieur, à la piscine de madame, etc. À quoi ça doit servir? Problème, question. Bon. Donc à ce moment-là, ceux qui consomment beaucoup, comme l'électricité, sont invités à les payer, faire des prix là-dedans qui ne sont pas dégressifs,
ils doivent être progressifs, les prix. Bon. Et puis avoir une politique claire et nette dans ce domaine. Ok? Bon. En ce qui concerne les réserves, ben, le problème, c'est de toutes les réserves. Si on veut que ça dure, alors, tout à l'heure, on discutera peut-être du problème de la durabilité, du durable. Parce que là encore, il y a un loup derrière ça. Non. Et si on veut que ça dure, tout simplement, il faut que la ressource en eau, c'est une ressource théoriquement renouvelable. Bon, ben, il ne faut pas aller plus loin que cette ressource-là. Autrement, on va épuiser les nappes, on va épuiser le truc, et après, pour recharger des nappes, ça va non pas demander la prochaine pluie, ça va demander des centaines d'années recharger une nappe. Bon. Et d'autre part, ce problème est mondial. On est en train d'épuiser dans toute une série de pays. Je pense à des pays comme l'Irak, je pense à des pays comme la Jordanie, Israël, bon, mais je pense de l'autre côté à des pays comme l'Éthiopie, etc. On est en train, tout ce qui se passe au Sahara est un drame absolu. On est en train littéralement d'épuiser des nappes qui ont une très très faible capacité de renouvellement. Donc en plus, il y a non seulement une gestion locale, il y a non seulement une gestion nationale, mais il y a une gestion internationale. C'est le problème de la vie, tout simplement. Accepterais-tu de faire partie à une structure citoyenne de protection et de gestion de l'eau? C'est-à-dire localement, nous portons, François Morand, moi-même et Michel Louge, dans la vallée de la Glie, pour préserver l'eau du Castres, qui elle est très sensible aux pollutions, il n'y a pas de filtration. Que penses-tu de structure collective, en ferais-tu partie? Bon écoute, c'est bien volontiers, mais dans ta question, tout citoyen devrait faire partie de ces structures-là. Bon, non seulement pour l'eau, mais pour absolument tous les problèmes fondamentaux qui sont non seulement les problèmes de la société, mais qui sont aussi également ses problèmes. Bon, ça c'est un problème de citoyenneté, ok? Bon, là-dessus, qu'on soit clair et net, nous on est contre toute espèce d'institution, de notable, etc. Bon, c'est retour aux citoyens. Bon, c'est donc aux citoyens à prendre son sort en main, d'accord? Bien. Tant que le système vivra dans des systèmes politiques figés, qui sont faits au profit d'une minorité, les gens n'ont aucune raison de s'engager. Il va y avoir des élections départementales et des élections régionales. Paraît-il que plus de 60% des citoyens vont s'abstenir d'aller voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une prime aux gens qui sont là, le cul sur une chaise, avec le bien payé dans l'activité, qui vont encore repasser alors qu'ils sont absolument minoritaires, leurs projets sont ultra minoritaires et non soutenus par l'ensemble de la société. Donc il y a un véritable problème de citoyenneté. Ok? Bon, alors ça, il faut le régler ce problème. Eh bien, on ne le réglera qu'en mettant les gens en face de leurs responsabilités. C'est-à-dire en foutant ce régime, n'est-ce pas, présidentiel, ce régime parlementaire, ce régime républicain en l'air. Parce que les vraies valeurs, on vit avec les valeurs républicaines. Mais les vraies valeurs, ce n'est pas des valeurs républicaines, ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs de dignité, ce sont des valeurs de connaissance, ce sont des valeurs de justice, ce sont des valeurs de solidarité. Bon, l'égalité, ben oui c'est important, mais l'égalité c'est quoi? C'est une valeur de principe, c'est une inégalité dans les faits. Ici, on est une vingtaine autour de nous ici. Eh bien c'est simple, on est 20 personnes totalement inégalitaires au point de vue de la culture, au point de vue de l'argent, au point de vue de tout ce que vous voulez. On arrête de nous embarrasser avec ces problèmes d'égalité de principe. Ça c'est une égalité bourgeoise. C'est toujours les mêmes qui profitent de ce genre de choses. Bon, mais ça n'a aucune valeur d'un point de vue politique. La seule valeur du point de vue politique, c'est la citoyenneté, les droits égaux de la citoyenneté. Ça veut dire que tout citoyen a le droit à tout moment d'intervenir dans la vie politique, et d'abord et avant tout dans la vie politique de là où il se trouve, là où il est citoyen, son lieu de vie, voilà, son champ, son jardin, sa maison, sa mairie. C'est ça la citoyenneté. Bravo! Alors merci. Je suis candidat avec Michel Louge dans le canton de la Vallée de la Glie, les élections départementales. Et je vous présente notre affiche. Alors, a-t-elle besoin d'un mode d'emploi? Je ne sais pas. Mais nous, on travaille sur des outils de démocratie directe, parce que c'est ce qu'on voudrait pour nos enfants. Et vous pouvez vous entraîner dès aujourd'hui grâce à l'affiche. En scannant ce QR code, vous accédez à une première votation qui vous permet de donner votre avis sur plusieurs questions. Et surtout une question fondamentale pour nous qui est... voulons-nous construire une structure citoyenne pour gérer notre ressource en eau? Dans la vallée de la Glie, nous alimentons une des plus grosses réserves d'eau karstique du sud de l'Europe. Nous pensons qu'il est très important de réfléchir aux usages de l'eau, au développement du territoire et à la façon dont cette eau est utilisée. Merci, venez voter pour nous.
Te revoir ici à la Tour, ça fait un petit moment. Peux-tu me dire ce qui se passe sur la Tour de France en ce moment? Tu as monté donc une chaîne YouTube et quelles sont vos actions? En fait, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Tour sans détour avec le chiffre 100. Et au départ, on avait commencé à parler des deux arbres qui ont été coupés devant la mairie. On a trouvé ça un peu spécial parce que nulle personne n'était au courant. Et donc, j'ai filmé l'acte et tout. Et après, on a voulu avoir un rendez-vous avec monsieur le maire de la Tour de France que j'ai obtenu à 17h le jour. Et en fait, on est arrivé avec Jérôme, le collègue qui est avec moi sur la chaîne. Et en fait, le maire nous a dit oh, moi, pas de caméra, rien, je ne veux pas parler, nanani, nanana. Si vous avez un peu de jugeote, vous allez comprendre pourquoi nos arbres ont été coupés et tout. Donc nous n'avons rien compris, même certaines personnes de la Tour de France n'ont pas compris. Donc on a voulu exprimer des choses et tout. Après, cette chaîne, mis à part les deux arbres, cette chaîne en fait elle veut exprimer ce qui se passe à la Tour de France, c'est-à-dire en loisirs, l'animation, sportivement aussi et associativement aussi et plein de choses qui se passent à la Tour de France parce qu'il y a beaucoup de gens, je me suis aperçu qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Tour de France et confondent la Tour de France avec la Tour de Carole ou la Tour Balzen. Voilà, donc notre association fait notre chaîne YouTube, La Tour sans détour. En fait, c'est simplement aussi comprendre, de dire en fait où se trouve la Tour de France et qu'est-ce qu'on y fait. Voilà. Merci Thierry. Donc des questions et puis des réponses relativement agressives en fait du maire, sans pédagogie et pas vraiment de réponse. C'est ça, c'est ça. Un maire qui n'avait pas de fermé, en fait un maire qui est complètement fermé, hermétique à notre ouverture quoi, en fait. On a voulu savoir pour pouvoir exprimer ce que les gens nous ont dit. En fait, et puis nous aussi comprendre pour quelles raisons. Et en fait, c'était complètement hermétique. On s'est fait renflouer à la mairie de la Tour de France. Ça ressort pas tellement, hein, le carton là-dessus. Non. De l'ombre au secrétaire de mairie. Et ça leur allait pas. Et l'autre argument, c'était que la mère d'une des élus avait du mal à marcher parce qu'il y avait des bosses. Donc ils ont aussi gratté les racines, c'est ça? Non, même pas. Non, ils ont coupé, c'est tout.